Chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Je vois beaucoup de têtes connues, de têtes inconnues. Il y a une tête connue dont je vais parler dans un instant parce que vous le mériteriez tous, mais lui le mérite un petit peu plus. C'est le maire de Mantes-la-Ville qui est venu pour l'honneur. Nous avons été accueillis la semaine dernière et que tout à l'heure vous racontera peut-être autour du pot de l'amitié la venue de Claude Barthelone, parce que peut-être que ça vaut son pesant de... Alors, nous sommes dans cette réunion publique, nous sommes dans la fin de enfin 4 semaines après, à peu près avant l'élection, il nous reste 3 semaines, donc 15 jours de campagne officielle. Je crois pouvoir dire que nous sommes correctement organisés. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe qui a organisé cette réunion publique de ce soir et toute mon équipe, toute l'équipe de campagne qui ne ménage pas sa peine. D'ailleurs, j'ai résolu au début de ce propos de vous retracer un petit peu, parce que c'est assez significatif, ce que nous avons fait depuis 8 ou 15 jours pour que vous voyez comment est-ce que s'articule la campagne, quels sont nos axes de campagne, et c'est assez souvent original, vous allez le voir. Alors, je mentionne par exemple ce qui s'est passé le 11 novembre, c'est-à-dire hier. Tu as parlé de Charles Péguy, j'en parlerai en terminant, mais il y a eu un autre incident hier, 11 novembre, c'est à Arcueil, dans le Val-de-Marne, qui est une ville dirigée par les communistes, et où nous avons un élu qui s'appelle François Paradol, qui est allé déposer une gerbe aux cérémonies du 11 novembre, et à la fin du 11 novembre, il représente X dizaines de milliers des habitants et des citoyens d'Arcueil. Eh bien, vous verrez la photo, si vous voulez, elle existe. On voit tous les élus communistes et les élus de gauche lui tourner le dos pendant qu'il dépose sa gerbe. Il n'y a qu'une seule personne qui ne lui tourne pas le dos, c'est le capitaine de gendarmerie qui est là voilà, et lui, bien évidemment, il regarde. Alors vous voyez que déjà, ça vous montre que nous évoluons en Île-de-France sur le plan, je dirais, institutionnel, dans un climat assez souvent désagréable et presque haineux, mais que ces gens commencent à être totalement en retard, complètement en retard, parce que la caractéristique quand même de notre campagne, les deux caractéristiques, c'est une certaine dynamique, on ne va pas se faire nous-mêmes des bleus aux chevilles, d'autres peuvent le constater, non seulement une certaine dynamique, mais surtout un très bon accueil, Moi je fais des campagnes électorales depuis maintenant 1989, j'ai à peu près tout vu dans tous les endroits possibles et imaginables, là dans la région parisienne, mais que ce soit au marché des Coudreaux à Montfermeil, à Stein, je ne vais pas citer tous les passages, tous les endroits où nous sommes allés, mais à Aulnay-sous-Bois, ce matin à Suresnes, etc., etc., nous avons reçu partout des accueils de plus en plus chaleureux et de plus en plus amicaux, et surtout de plus en plus remplis d'espoir en nous, hein, ce qui nous donne, je vous le dirai certainement, ce qui nous donne beaucoup aucun droit, mais beaucoup de devoirs. Alors nous avons été, j'en parlerai en terminant, sur la tombe de Charles Péguy hier matin aussi, mais je voulais mentionner cet incident d'Arcueil. Avant-hier, nous avons été invités là, par un gérant d'immeuble dans la zone de Courtabœuf, vous voyez, à côté des Ulysses. C'est une zone très importante où il y a des sièges sociaux et de bureaux de grandes sociétés très nombreux. Ce monsieur possède un certain nombre de milliers de mètres carrés de bureaux qu'il loue à ces sociétés. Et bien depuis un an, autour de ces beaux immeubles de bureaux, sur les parkings, alors que tout est fermé par des grilles, il y a environ 150 à 200 caravanes de gens du voyage qui se sont installés là. La vie est devenue impossible, les désagréments sont extrêmement importants, et ce monsieur s'est adressé à toutes les autorités possibles et imaginables. Il a réussi à obtenir des jugements, tous les jugements possibles d'expulsion de ces gens du voyage,
aucun jugement n'est exécuté. Le préfet d'Essonne lui a dit noir sur blanc, le sous-préfet de Palaiseau lui a dit non monsieur, nous ne bougerons pas, nous ne ferons rien. Voilà. Alors on va vous payer, on va vous indemniser parce que 50% de ces locataires sont partis. Hein. C'est son patrimoine, il gère ça depuis des années, il est en train de voir ça complètement en déliquescence. Mais l'État lui a dit, ah ben oui d'accord, on fera rien, hein, on fera rien. Mais avec l'argent des contribuables, avec l'argent de votre argent, nous allons vous indemniser des loyers que vous ne... Alors, on a été le voir d'abord parce qu'il nous a demandé de venir, et c'est extrêmement significatif de ce qui se passe dans la région parisienne. Les entrepreneurs qui sont présents ce soir notamment, les gens qui conduisent des entreprises, ont un grand nombre de raisons de souffrir énormément dans la région parisienne, mais notamment celui-là. Voilà, une insécurité totale et des désagréments terribles qui font fuir, évidemment. Et nous, on sait qu'il y a près de 1500 visiteurs par jour dans cette zone de Courtabœuf. Des hommes d'affaires, des gens qui viennent de l'étranger, avec l'aéroport d'Orly, c'est assez facile. 1500 personnes qui viennent et qui voient, ah bah tiens, à côté du Hewlett-Packard, il y a 200 caravanes de gens qui voyagent. Mais ils sont à 2 mètres des fenêtres, hein, et ils ont tout installé. Je croyais que ça fait... Voilà ce que notre gouvernement, à l'heure actuelle, c'est pas récent, hein, c'est depuis longtemps, montre. Et nous avons été dénoncer cela. On a réagi un peu à la proposition de Madame Vallaud-Belkacem de trouver d'autres critères à la répartition des enfants dans les écoles, les collèges et les lycées, autre que la répartition géographique. Elle se creuse la tête pour essayer de combler cela. Moi, je lui ai simplement dit, écoutez madame, il y a déjà vous devriez faire une première étape, essayer de faire en sorte que tous les collèges et tous les lycées pour lesquels la région a une compétence soient bons. Voilà. Hein, vous pourriez y arriver, même si ça en est dans des quartiers difficiles dont on va parler tout à l'heure. Même vous prenez le taureau par les cornes, mettez l'argent qu'il faut, aidez le corps enseignant comme il doit être aidé, et faites que tous les lycées et tous les collèges soient de bons lycées et de bons collèges. Vous n'aurez plus le problème de répartition sur des critères maintenant géographiques, et demain on ne sait pas lesquels parce qu'on ne les a pas encore donnés, mais qui peuvent être particulièrement discriminants. Autre moment important de notre campagne électorale, c'était lundi dernier, conférence de presse, où nous avons montré notre matériel électoral de fin de campagne. Alors, je dois dire que ça a eu beaucoup de répercussions. Ce matériel de campagne est en fait représenté par 2 tracts. Un tract qui sera distribué spécialement dans toutes les communes de moins de 5000 habitants d'Île-de-France, c'est-à-dire toutes les communes qu'on trouve au sud de l'Essonne, à l'est de la Seine-et-Marne, au nord du Val d'Oise, et qui sont les quartiers oubliés de l'Île-de-France. Nous aurons un tract spécial pour eux. Il y a une commune, puisque je suis dans les Hauts-de-Seine, on va poser la question, il y a une commune dans les Hauts-de-Seine qui a moins de 5000 habitants. Hein, toutes les autres se situent dans la Grande Couronne. Est-ce que vous savez, dans les Hauts-de-Seine, quelle est la commune qui a moins de 5000 habitants? Marne-la-Coquette, voilà, exactement. Mais Marne-la-Coquette n'a pas besoin de notre tract parce qu'une grande partie des habitants paient... voilà, voilà, exactement. Et nous avons une affiche spéciale pour tous ces territoires oubliés, ces territoires excentrés, qui est une affiche... je ne sais pas si elle a été mise ici, mais qui est une affiche qui s'appelle, qui a comme titre de préserver l'identité, avec une photo, voter Front National, et je pense qu'elle aura beaucoup d'effets dans ces endroits. Le deuxième matériel de campagne, qui est aussi un tract et aussi une affiche, est destiné... Floriane Degnaud est arrivée. Est destiné à ce que nous avons appelé les quartiers sabotés, c'est-à-dire le nombre extrêmement important de quartiers prioritaires, de zones urbaines sensibles, comme on les appelait autrefois, de la région parisienne. Et nous avons fait un tract spécial qui sera distribué dans tous ces quartiers, et une affiche où il y a la photo d'une jeune fille
qui a les couleurs françaises peintes sur les joues, qui a un bonnet rouge, qui est fraîche et pimpante, et qui est à côté d'une autre femme qui, elle, est habillée d'une burqa complète. Il y a ce slogan choisissez votre bon lieu, votez Front National. Alors c'est une affiche qui est percutante, qui a pas mal de répercussions, et je peux vous dire que tout à l'heure sur iTélé, où j'étais interrogé en direct, la journaliste m'a dit, et ça a quand même été un peu extraordinaire, elle a fait paraître l'affiche sur l'écran de télévision et sur tous les écrans de télévision, et elle m'a dit, mais monsieur de Saint-Just, par cette affiche, vous attaquez l'islam. Ah, je lui ai dit, écoutez, madame, ce que vous dites est quand même extrêmement grave, extrêmement grave. Vous êtes en train de nous prétendre que le fait de représenter une femme en burqa intégrale, c'est attaquer l'islam. Ce que vous dites est grave, car c'est complètement faux. C'est scandaleux de dire ça. Une très grande majorité de nos compatriotes de confession musulmane refusent ce signe public de communautarisme et n'en veulent pas. Et vous êtes en train de leur dire que ce signe de radicalité islamique, c'est l'islam. Nous avons voulu dénoncer par cette affiche percutante avec des slogans cet islam radical qui a pris possession d'une partie de ces quartiers prioritaires, nous savons, pas peut de se cacher derrière ce petit doigt. Son petit doigt, on le sait très bien, et il y a un certain nombre de drames qui sont arrivés en France et qui viennent de ce phénomène-là. Je rappelle que nous sommes quand même le seul pays européen, à ma connaissance, où un de nos compatriotes a été décapité. Souvenez-vous, à côté de Grenoble. Bon, ben finalement, voilà, on a presque encore accepté ça. Voilà. Bon. Donc, nous avons la légitimité pour dénoncer cela, et nous l'avons fait au début de la semaine, et nous allons le faire par la distribution de ces tracts et le collage de toutes ces affiches. Elles ont déjà été collées, d'ailleurs, je l'ai vu dans l'Essonne. Alors, vous voyez que cette campagne est extrêmement vigoureuse, et je voulais donc, en un instant, vous en donner un certain nombre de points saillants, parce que je pense qu'elle porte ses fruits. Vous avez vu, je pense tous, les sondages qui nous bénéficient. Alors, les sondages, ça n'est pas tout, mais les sondages sont en adéquation avec le résultat des départementales et le résultat des européennes. Je vous rappelle le résultat des européennes, 17,5% en moyenne dans toute l'Île-de-France, et le résultat des départementales, 21,5% de moyenne dans toute l'Île-de-France. Alors c'est plus élevé parce que c'était plus tard, et aussi parce qu'à Paris, il n'y a pas de départemental, donc c'est plus élevé. Mais quand on a des sondages à 21% au premier tour et à 23% au deuxième tour, alors que la dynamique Front National dans la France entière est très importante, on peut y croire, quoi, à peu près. Enfin, bon, voilà, on sait qu'il se trompe. Monsieur Bartolone a été absolument furieux de ce sondage, et moi maintenant, je vous indique que donc je suis à 21% au premier tour, et que lui, il est à 22%. Parti socialiste. Ce Bartolone, président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis pendant des années, président de l'Assemblée nationale, pardon, est à 1 point dans ce sondage-là, de plus que le Front National. Et on a trouvé un nouveau slogan, je talonne Bartolone. Je talonne Bartolone. C'est une chanson, voilà. Et on le talonne cette semaine, mais la semaine prochaine on le dépasse, c'est sûr. On arrive en numéro 2 le soir du premier tour, c'est certain. Je le crois, car vous le voyez, et puis sondage après sondage, moment de campagne après moment de campagne, puis il n'y a pas que moi, enfin bon, je suis même très humble, nous sommes portés, il faut bien le savoir, par la dynamique de Marine dans les départements du Nord et en Picardie, par la dynamique de Marillon, et puis par les autres dynamiques. Louis Alliot fait une très grosse campagne, Florian Philippot, je ne vais pas citer tout le monde parce que je vais en oublier, Gilles Penel en Bretagne, cette terre un peu de mission pour le Front National, il va obtenir certainement de très bons résultats. Donc je crois que nous pouvons être pleins d'espoir. Je ne dis pas du tout déjà le sentiment du pouvoir, du devoir accompli, car il nous reste, je vous l'ai dit, 3 semaines que nous allons complètement remplir.
J'en reviens à ce dont je vous parlais, ces affiches, notamment pour les quartiers prioritaires, les quartiers où l'on vit le plus difficilement dans nos banlieues à l'heure actuelle. Parce que c'est quand même un des phénomènes les plus importants de la fin du XXe siècle et du début de ce siècle. Ce phénomène d'avoir créé ainsi, presque sciemment, enfin, ou alors, mais cette fausse droite et cette fausse gauche ont une responsabilité conjointe et terrible dans cette ghettoisation de ces quartiers et de nos banlieues. Ils y ont entassé presque sciemment un certain nombre de populations, et surtout de populations d'origine immigrée. Ils ont laissé l'habitat se dégrader totalement, l'urbanisme, ils ont laissé les commerces s'en aller, ils ont laissé les services publics s'en aller. Mais dites-vous bien toutefois que les principaux problèmes, les principales causes de cette déshérence et de ce mal-vivre dans ces quartiers, ce sont les questions de délinquance et de sécurité. C'est ça une des principales causes. La principale cause de cette délinquance et de cette insécurité, c'est le trafic de drogue. Et vous allez voir, je suis désolé de le dire, la dernière fois on m'a dit, mais vous faites dresser un tableau très noir, ou même obligatoirement noir de la situation. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des spécialistes qui se sont penchés sur ces situations et qui ont sorti un certain nombre de chiffres qui sont extrêmement inquiétants. D'abord, dans tous ces quartiers, ils sont près de 160 dans la région parisienne, qui ne s'appellent plus les zones urbaines sensibles, mais qui s'appellent les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Eh bien, dans tous ces quartiers, on sait que la population est très jeune. Elle est plus jeune que dans les autres quartiers, les autres régions de France et les autres quartiers de France. On ne compte, voyez-vous les chiffres, que 20% de propriétaires dans ces quartiers. Alors que dans les autres, pardonnez de l'emphase, mais c'est ce que disent les spécialistes, dans les autres unités urbaines englobantes, on arrive à 47% de propriétaires. Seuls 16% des habitants de ces quartiers possèdent de 5 pièces ou plus, quand c'est le cas d'un quart dans toutes les zones urbaines. Un quart des familles, c'est-à-dire 25% dans ces quartiers, sont monoparentales, soit 10 points de plus qu'ailleurs. Vous voyez ce qu'ils ont réussi à construire. 10 points de plus qu'ailleurs. Les étrangers ou les Français par acquisition, c'est-à-dire les personnes ayant obtenu la nationalité française au cours de leur vie, sont 2 fois plus nombreux, c'est ce que je disais, dans ces quartiers prioritaires qu'ailleurs. Niveau de pauvreté, écoutez bien, hein, niveau de pauvreté 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Et déjà, nous savons qu'à travers la France, nous sommes à près de 8 à 9 millions de nouveaux pauvres. En 2012, on comptait plus de 38% des habitants des quartiers prioritaires sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire ceux dont les revenus sont inférieurs à 60% du revenu médian. Cette proportion est 3 fois plus importante que celle qui prévaut au niveau national, c'est-à-dire 14%. Vous voyez comment on a agi dans ces quartiers. La pauvreté frappe encore plus durement les mineurs. Plus de la moitié des moins de 18 ans des quartiers prioritaires vivent sous le seuil de pauvreté. Chez les 18-24 ans, la proportion atteint 48%. C'est absolument dramatique et c'est insupportable. En plus, on a pu constater que la crise économique et financière que nous avons connue en septembre 2008 a particulièrement frappé. Elle a frappé un certain nombre de traders, elle a frappé à la bourse, d'accord, mais elle a particulièrement frappé les pauvres de ces quartiers prioritaires. Depuis 2007-2008, le revenu moyen des habitants des quartiers prioritaires a stagné, voire baissé. Alors, je ne vais pas vous dire que le revenu moyen des Français depuis 2007-2008 s'est beaucoup augmenté, mais en tout cas, on ne m'a jamais encore démontré qu'il avait baissé. Et bien là, dans ces quartiers prioritaires, il baisse. Le chômage, celui des jeunes, 45% dans la tranche des 15-24 ans. Nous sommes en France en 2015. Il y a 160 quartiers dans la banlieue parisienne où le chômage des jeunes de 15 à 24 ans atteint 45%. Et on voit nos élites, nos prétendues élites, continuer à agir comme si de rien n'était, avec une hausse importante du chômage de 2008 à 2012. Nous avons
le devoir de spécialement dénoncer cela et le devoir de faire un certain nombre de propositions, notamment sur le plan économique et sur lequel je reviendrai. Je vous ai dit que la principale cause de cet état de fait, c'était certainement l'insécurité, et dans le cadre de l'insécurité, le trafic de drogue. Alors je ne vais pas être trop long, mais j'ai repris, moi, il y a quelque temps, ce qu'avaient fait, ce qu'ont relaté des journalistes qui se sont totalement immergés dans une cité de Saint-Ouen et qui y sont restés 48 heures et qui ont essayé de constater comment est-ce que ça se passait. Je vous rappelle qu'un de nos matamores, c'est-à-dire M. Valls, vous savez, celui qui fait penser à la chanson d'Adamo, là, ne fait pas ses yeux furibonds. C'est lui, c'est ça. C'est un type pour moi. Alors, il avait fait de Saint-Ouen et c'est lui qui vient de dire nous ferons tout pour contrer le Front National. Et à la télévision tout à l'heure, j'ai dit mais tout, c'est quoi tout? Dites-nous un peu ce que vous allez faire, ce que vous comprenez par le mot tout. Hein. Il faudra qu'il me dise, on le verra peut-être un jour, il va tout faire contre nous. Valls avait fait de Saint-Ouen un laboratoire de la lutte contre la délinquance et l'insécurité. Qu'est-ce que ça serait s'il n'en avait pas fait un laboratoire, monsieur? Parce que quand on voit ce reportage, on est totalement saisi d'effroi. Je vais vous en... C'est l'heure de pointe, cité Charles de Schmitt. Un client en moyenne toutes les minutes. Le défilé continuera jusqu'à 21h. Ensuite, le rythme se ralentit. Les clients sont très divers. On est à 800 mètres à peine de la porte de Saint-Ouen. 0h30, les vendeurs et les guetteurs remballent la marchandise. Ils partent bruyamment, mais la cité retrouve son calme. Le lendemain, on explique aux journalistes que le gérant du point de vente de drogue, qui est dans un des immeubles de la cité Karl de Schmitt, vient au moins, le gérant de supérette, voilà, il vient au moins une fois par semaine contrôler que tout se passe bien. Il arrive à l'improviste, en général quand il fait nuit, dans son Audi noir aux vitres teintées. Il est très très grand et il porte un gilet pare-balles. Voilà. 2015. La porte Saint-Ouen, 800 mètres, dans Saint-Ouen, eh bien, il y a un gars qui vient une fois toutes les semaines, en donne une énorme bagnole, il a un gilet pare-balles, on le comprend d'ailleurs, hein, parce que c'est pas la police qui n'a pas d'instruction qui lui ferait du mal, ce sont ses éventuels concurrents. Mais il vient relever les compteurs, et il vient se faire remettre l'argent. Enfin, ça n'est pas une invention de ma part, c'est l'état actuel de notre banlieue parisienne. Qui est responsable de ça, notamment? Mais vous, M. Barthelone, vous avez dirigé, vous êtes aux affaires, comme on dit, entre guillemets, depuis maintenant très longtemps, et vous avez été président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous avez fait? Non, je pense que vous avez fait parvenir à l'aggravation de tous ces phénomènes. Une aggravation scandaleuse, une aggravation totalement inacceptable. Vous n'avez donc rien fait, mais vous avez fait autre chose. M. Barthelone, dans la Seine-Saint-Denis. Vous avez fait autre chose que je vais vous redire parce que je voudrais préciser à nouveau que je trouve que vous êtes incapable de diriger une collectivité territoriale et encore, ce que vous avez fait au Conseil général de la Seine-Saint-Denis, ça le démontre, mais ce que vous voudriez faire à la région, voilà, entre 2008 et 2015, hausse des impôts plus 65%, des impôts qui disent plus 65%. Suppression de 50% de la subvention, suppression de 50% de la subvention sur la carte Imagine Air. Augmentation du forfait améthyste qui bénéficie notamment aux personnes à mobilité réduite, plus 166%. Voilà des méthodes sociales, M. Barthelone. Suppression de l'aide à l'achat d'un ordinateur pour les collégiens de 6e. Suppression des aides aux crèches privées, diminution de 16% des aides aux crèches publiques, mais évidemment, la dernière mesure que je peux citer, augmentation du nombre de fonctionnaires, plus 1372 au Conseil général de la Seine-Saint-Denis entre 2008 et 2012. Donc, M. Barthelone, et le rapport de la Chambre régionale des comptes le démontre, M. Barthelone, vous n'êtes pas un homme qui sert, mais vous êtes un homme qui vous servez.
qui vous servez, qui servent pour vos ambitions et pour vos places. On comprend que vous diminuez quand même comme ça dans les sondages. Les franciliens et les franciliennes se rendent compte, quand vous placez une fémène qui est venue dégrader publiquement à Notre-Dame en 3e ou 4e position dans l'Essonne, mais vous croyez, où êtes-vous, M. Barthelone? Ça vous arrive de prendre le métro de temps en temps? Je crois que ça n'a pas dû vous arriver depuis une vingtaine d'années. Vous ne vous rendez pas compte que vos électeurs eux-mêmes sont totalement scandalisés par cette pratique. Personne n'aime que ces femmes viennent dans ces conditions-là, dans des églises, d'autres lieux de culte ou à d'autres endroits, se conduire de cette façon. Et ils vont vous le reprocher. Ils vont vous le reprocher, Monsieur Barthelone, comme tout le monde à l'heure actuelle, et notamment les spécialistes de la gestion, comme la Chambre régionale des comptes, vous l'a notoirement reproché. Je crois, Monsieur Barthelone, que la perspective de remporter la région pour vous s'éloigne de plus en plus, mais la perspective que je passe devant vous au soir du premier tour se rapproche de plus en plus. J'aurais tort, chers amis, d'oublier Madame Pécresse. J'aurais tort, parce que Madame Pécresse, elle, je ne dis pas qu'elle nous fait rire, mais enfin bon, en même temps elle nous inquiète, mais en même temps elle nous fait rire. Madame Pécresse, elle, c'est elle qui, pendant tout le mois de juillet dernier, avec l'aide de M. Péchiza, qui est le maire d'Aulnay-sous-Bois, est allée, d'après ce que les journaux ont raconté, et on les croit, dans un certain nombre de mosquées de la Seine-Saint-Denis pour aller faire des démarches de communautarisme électoraliste. Ah, bon, c'est ce que vous savez faire, c'est ce que vous avez fait avec M. Péchiza, qui fait ça aussi. Nous, je vous l'avais dit, vous le savez, nous ne faisons rien de tel. Nous avons un discours clair et précis, par nos tracts, par nos affiches, à l'égard notamment de nos compatriotes de confession musulmane. Et dans le tract que nous avons fait, nous avons un encart où nous leur disons: vous êtes musulmans peut-être, mais français d'abord, et vous devez respecter les règles de la laïcité à la française. Mais nous n'allons pas, notamment dans les mosquées, dans les lieux de culte, pour essayer de draguer cet électorat. Alors, il y a une autre mesure, et là, bon, il paraît que vous avez des conseillers autour de vous, enfin, bon, c'est d'une faiblesse, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Pour essayer de juguler l'insécurité dans les transports, voilà une des mesures, la mesure emblématique de Mme Pécresse. Elle veut obliger tout le monde, par principe et maintenant, de porter une pièce d'identité, parce qu'elle a dit: ah oui, c'est ça qui est très embêtant, on les arrête quand ils fraudent, mais ils n'ont pas de pièce d'identité sur eux. Alors ils racontent qu'ils s'appellent monsieur un tel et qu'ils habitent à tel endroit, et on les retrouve jamais. Alors elle n'a pas l'idée de trouver les véritables moyens pour juguler la fraude. Non, elle dit: ils vont toujours frauder, d'accord, ça va frauder toujours autant, mais on va obliger toutes les personnes qui prennent les transports en commun à porter une pièce d'identité. C'est une mesure d'une faiblesse absolument terrible, parce que, d'abord, c'est une mesure liberticide, mais j'en parlerai dans un instant, mais c'est une mesure d'une totale inefficacité, parce que qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que fera le policier ou la personne de la sécurité de transport quand la personne n'aura pas de carte d'identité? On recommencera le même cycle, il lui racontera un faux nom, une fausse adresse, et ça recommencera. Donc, arriver à proposer cela, c'est d'une très, très grande faiblesse. En plus, c'est liberticide, et je vais vous dire pourquoi c'est liberticide. Parce que il faut bien qu'on adopte quelquefois quelques codes de nos adversaires. La seule fois où, dans notre histoire récente, le port de la carte d'identité obligatoire a été rendu obligatoire, c'est sous Vichy. C'est le maréchal Pétain qui avait obligé ça. Donc, allez dire que Mme Pécresse a une très bonne idée, elle a repris une mesure assez emblématique de Vichy pour la réactualiser aujourd'hui. C'est vous montrer la faiblesse, parce que je pense que si elle avait su, elle n'aurait pas dit cette... mais elle ne le sait même pas. Alors aussi, elle veut faire parce que
c'est vrai que la drogue, on l'a vu, mais notamment dans les collèges et les lycées, la situation est ennuyeuse et même catastrophique. Elle veut faire des tests obligatoires et réguliers à tous les enfants des collèges et des lycées, un test de consommation de drogue. Alors Mme Pécresse, elle n'imagine pas qu'un État puisse vraiment se mettre à réprimer le trafic de drogue. Non, pour elle, on le voit bien, la cité Carl Schmitt à Saint-Ouen, ça restera toujours comme ça. C'est pas un problème pour elle. Elle ne dit pas, ça n'est qu'une élection régionale et nous n'avons pas de maîtrise de la répression du trafic de drogue, et elle ne dit pas, c'est l'État qui doit s'en occuper, c'est l'État qui doit réprimer de façon extraordinairement sévère et brutale le trafic de drogue et condamner de façon très sévère et très brutale les trafiquants de drogue. Non, elle dit, bon, il y a beaucoup de drogue, et bon, on va voir si les enfants se droguent ou pas. Et elle remet encore, là, sur le devant de la scène, une mesure d'une très grande faiblesse, ce test régulier auprès de tous les enfants, et encore une fois, une mesure qui, moi, m'apparaît liberticide et totalement inutile. Voilà la campagne de Mme Pécresse, qui me paraît véritablement faible. Il y a un autre marqueur de cette campagne qui, là, est un peu le signe de son hypocrisie, de son professionnalisme politicien, de sa volonté presque exclusivement de se faire élire et d'obtenir des places, c'est son alliance avec l'UDI et le MoDem. Chers amis, M. Huchon, il y a un mois, au Conseil régional, il a réuni le Conseil régional tout à fait cessante et il a dit on va voter une subvention de 5 millions d'euros en faveur des clandestins. Voilà. C'est M. Barthelone qui a dit la région Île-de-France doit être une région d'excellence pour l'accueil des clandestins. C'est lui qui a dit ça. Nous, on a donc légitimité, toute légitimité pour en parler. Surtout qu'Huchon fait voter cette subvention de 5 millions d'euros. Alors on va au Conseil régional voir comment Mme Pécresse va agir, et on constate qu'elle a bien vu qu'il y avait une élection dans quelques semaines, et donc elle vote contre. D'accord, Mme Pécresse vote contre. Mais que font tous les conseillers régionaux UDI et MoDem du Conseil régional? Ils votent pour. Ils ne font pas que s'abstenir, ils votent pour et même prennent la parole pour féliciter M. Huchon en disant c'est une mesure nécessaire, obligatoire, avec l'argent des contribuables. Et Mme Pécresse, eh bien, elle fait campagne, la main dans la main avec tous ses conseillers UDI et MoDem, elle les a placés aux meilleures places. Elle fait cette alliance est dure à peu près dans toute la France. M. Sarkozy, lui, s'en gargarise de cette alliance, mais c'était l'alliance d'une hypocrisie. Vous vous rendez compte que sur une mesure aussi symbolique et aussi grave que cette subvention pour les clandestins, eh bien, ils sont radicalement contraires, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Il y en a un qui vote pour, l'autre qui vote contre. C'est pas grave. On fait campagne ensemble, on présente un seul programme et on prétend qu'on va pouvoir diriger la région pendant 6 ans. Alors, sur ce plan-là, Claude Barthelone est plus loyal, dirais-je. Il est plus clair et il est plus loyal. Madame Pécresse, ce que je dénonce chez vous, c'est cette hypocrisie politique absolument inacceptable et que nous continuerons à dénoncer. Il faut le faire parce que véritablement, dans la suite même des événements, cette hypocrisie va se voir. Vous avez vu que M. Valls, aujourd'hui, a indiqué qu'il prônait le retrait des listes de gauche pour essayer de faire un barrage total au Front National. Ce qu'il faut constater, c'est que M. Valls, cette proposition, subit un échec complet dans ses rangs. Hein. Personne n'est d'accord. Surtout le candidat socialiste du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, M. de Saint-Ignon, il n'a pas dit à Valls ta gueule, mais presque. Quand on lit entre les lignes, c'est ferme pour claque merde. Excusez-moi, je suis un peu violent, mais c'est ça. Bon. C'est pas tellement Valls, moi, que je vise, c'est Nicolas Sarkozy. Parce que c'est la même chose que ce qui fait que Valérie Pécresse. Si Nicolas Sarkozy a été pour la première fois à l'Arc de Triomphe, à l'invitation de François Hollande, cette fois-ci, c'est tout à fait significatif. Si Nicolas Sarkozy a pris au téléphone Cambadélis il y a 15 jours, alors qu'un an avant il avait dit Cambadélis c'est qui? Je ne connais même pas ce gars-là. Bon, là, un an après, il prend un téléphone et dit
Ah, monsieur Cambadélis, comme je suis heureux de vous voir, vous avez raison, il faut tout faire pour interdire à Marine Le Pen d'aller à parole et des actes, et je suis d'accord avec vous. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils préparent tous les deux, cette alliance, non pas seulement avec l'UDI et le Modem, mais cette alliance technique, cette alliance de circonstances avec le Parti Socialiste pour essayer de contrer le juste vote populaire des électeurs du Front National. Quand Valls dit « nous ferons tout contre le Front National », Sarkozy n'a pas encore utilisé ce mot « tout », mais il n'en pense pas moins. Et non seulement ils feront chacun tout contre le Front National, mais ils vont le faire ensemble à un moment donné, de façon coordonnée, comme cul et chemise, comme des larrons en foire. Voilà ce que c'est que Sarkozy et Valls, et voilà l'attitude de Mme Pécresse dans le cadre de cette campagne, avec ses compagnons de route, UDI et Modem, avec lesquels elle n'est absolument pas d'accord sur le fond. Voilà, vous voyez que on comprend que les électeurs se tournent de plus en plus vers nous. Quelques mots, si vous me permettez, de notre programme. Parce que ces réunions publiques servent à ça, c'est à faire passer une partie de notre programme. Nous avons beaucoup travaillé. Ce programme, quand il est en format papier, il fait plus de 80 pages. Vous pouvez le consulter sur notre site de façon extrêmement facile. Je vous invite à le faire et à aller le répandre à l'extérieur. Mais ce programme est très précis et je voulais vous en donner certaines indications. Par exemple, en ce qui concerne le logement. Le logement est un très gros problème dans la région parisienne, on le sait, je ne vais pas vous donner les chiffres. La fausse droite et la fausse gauche en ont fait une catastrophe depuis des dizaines d'années, c'est clair. Voilà. Leur responsabilité est très importante. La région n'a pas de compétences considérables en matière de logement. Elle est capable surtout de donner de l'argent aux bailleurs sociaux, à ceux qui construisent et gèrent les parcs de logements sociaux. Fin des aides régionales aux projets de construction de logements sociaux ou très sociaux sur des communes ayant atteint les 25% requis par les lois solidarité et renouvellement urbain et du flot. Alors arrêtons-nous un instant sur cette question du logement social et sur le fait qu'on montre du doigt un certain nombre de communes où il n'y a pas le quota de logement social, où elles vont avoir des amendes et où elles sont montrées du doigt. En fait, comme toujours, on met la charrue avant les bœufs. Nous ne devons pas, surtout nous, militants adhérents du Front National, avoir peur du logement social. Nous ne devons pas avoir peur de la mixité sociale. Nous savons ce que c'est que la mixité sociale. Pourquoi est-ce que la mixité sociale ne marche plus en France? Pourquoi est-ce qu'elle a été détruite finalement? Pourquoi est-ce que le logement social c'est cette catastrophe? Mais parce qu'il y a tous les problèmes en amont qui n'ont pas été résolus. Les problèmes de la politique d'immigration, les problèmes de la politique d'insécurité, et les problèmes de la politique de l'éducation. C'est parce que notamment ces trois grandes questions sont des échecs totaux que la question des logements sociaux, la question de la mixité sociale peut poser problème. Avec notre programme, celui du Front National, avec une Marine Le Pen présidente, nous commencerions à renverser la vapeur, à reprendre la pente ascendante, à réformer ces grandes questions dont je viens de vous parler, et après, ça coulera plus de sources. Je peux vous indiquer par ailleurs que, à notre sens, il n'est pas question de dépasser ce seuil de 25% qui a été fixé par les deux lois que je vous ai... parce que quand on les dépasse, tout le monde le sait, et ça ce sont les spécialistes qui parlent, on déséquilibre totalement la vie d'une commune et le marché immobilier d'une commune. Et on déséquilibre même et surtout la vie de ceux qui habitent dans ces logements sociaux ou dans ces logements très sociaux. Voilà. Madame Hidalgo, qui veut aboutir à 30% de logements sociaux à Paris, c'est de la folie pure et simple. Elle le fait, elle sait pourquoi elle le fait. Elle, avec Delanoë, ont réussi quand même à changer considérablement la composition sociologique de Paris. C'est certain, ils savent très bien ce qu'ils font. Conditionnement des aides à la construction ou à la rénovation de logements sociaux. Pour que la région puisse subventionner ces bailleurs sociaux devraient s'engager sur les critères suivants. Attribution. Nationalité française ou 10 ans de durée de cotisation sociale et casier judiciaire vierge.
Évaluation semestrielle de l'évolution des revenus et de la structure familiale des résidents afin d'établir une meilleure rotation. Enquêtes inopinées et régulières sur l'occupation des logements sociaux. Combattre des occupations illégitimes ou combattre la surpopulation de certains logements dus à l'hébergement d'une famille multiple, ce qui n'est pas acceptable dans le logement social surtout et en France. Inclusion dans le règlement intérieur du respect de la laïcité dans les parties communes et extérieures du logement. Interdiction, donc, de tout signe religieux ostensible sous peine d'expulsion. Expulsion de tout locataire titulaire, ascendant ou descendant faisant l'objet d'une condamnation inscrite au volet 3 du casier judiciaire. Le logement social en France est extrêmement important. C'est un des volets importants d'une politique générale, notamment dans les zones urbaines. Il faut que ce logement social soit très contrôlé et que les bailleurs sociaux se conduisent de façon impeccable. La situation est tellement grave que la région serait dirigée par nous, serait obligée de mettre en avant ces critères pour que une vie, notamment une vie plus harmonieuse puisse revenir dans ces logements sociaux. Un mot sur notre programme relatif à la santé. La région a une compétence en ce qui concerne la santé. 2 propositions très précises qui nous ont été remontées par tous les professionnels de la santé dont nous nous sommes entourés pour rédiger ce programme, n'est-ce pas, Dominique Provence? Premièrement, création de centres de santé urbains dans les banlieues surpeuplées et difficiles. Car il y a un phénomène dans la région parisienne et dans les banlieues des grandes villes. Dans la région parisienne, c'est la désertification des médecins dans les zones les plus éloignées, dans la grande couronne, surtout des spécialistes, et avec les difficultés de transport, et cette désertification aussi dans les quartiers prioritaires et les quartiers des zones urbaines sensibles. Donc il faut recréer des centres de santé urbains dans ces banlieues avec, nous ont dit les spécialistes, surtout la possibilité que les professionnels de la santé soient le plus déchargés de toute tâche administrative. Et ça peut nécessiter de l'argent de la région. Et création de plateformes mobiles dans les campagnes et les villages. Voilà où nous en sommes rendus. Au fin fond d'Essonne ou dans l'est de la Seine-et-Marne, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens, qui a des difficultés en plus à se déplacer, aura de très grandes difficultés à aller consulter un spécialiste. De très grandes difficultés. Parce que les spécialistes, il y en a de moins en moins. Eh bien, nous proposons de les faire venir à eux, et par ces plateformes mobiles qui peuvent être extrêmement modernes et comporter un peu le panel de tous les soignants et de tous les médecins, de faire venir à eux cette aide pour la santé qui me paraît absolument primordiale. J'en terminerai en ce qui concerne nos propositions. Dans ce département des Hauts-de-Seine, et je rejoins là ce que a dit Jeanlin tout à l'heure, dans ce département des Hauts-de-Seine qui est certainement, oui, qui est d'abord le département le plus riche d'Île-de-France, avec le PIB le plus important, et je pense le département avec le PIB le plus important de France, tout à fait considérable, un nombre très important d'entreprises, de grandes entreprises, mais aussi de PME, de TPE, un nombre très important de commerçants. Et nous avons voulu dans notre programme faire un effort spécial sur ce point-là. Vous savez que les 2 principales actions et compétences de la région, c'est d'une part l'action économique et d'autre part la formation professionnelle et l'apprentissage. Parce que ce sont des actions où la région paye et commande. Tandis que pour les transports et pour l'éducation nationale, elle fait surtout de payer, elle paye surtout, elle ne commande pas grand-chose. Mais pour l'action économique, elle paye et elle commande. Alors nous avons beaucoup analysé la situation, à l'aide de spécialistes, évidemment. Et notamment en ce qui concerne les PME, les TPE, les commerçants et les artisans, nous avons un certain nombre de propositions, étant entendu que, bien évidemment, puisque la région a été gouvernée pendant 3 mandats, pardon, 17 ans par la gauche, la situation financière de la région est catastrophique. C'est l'augmentation des impôts, l'augmentation de la dette. Le capital de la dette est égal
à 1 an de recettes, c'est-à-dire 5 milliards d'euros. Voilà, ils ont réussi, voilà. Bon, ils vont continuer, Mme Pécresse a proposé noir sur blanc que toutes ces propositions pour le transport seraient financées par la dette. Par la dette. Elle court toujours donc en avant, malgré cette situation financière catastrophique. Nous avons voulu nous adresser dans ce paragraphe, ce chapitre d'action économique, nous adresser aux entrepreneurs. Vraiment aux entrepreneurs franciliens, et puis alors un peu spécialement les entrepreneurs du département des Hauts-de-Seine, puisque nous sommes dans les Hauts-de-Seine. Et nous adresser aux entrepreneurs pour la création la plus importante d'emplois. J'ai une expérience qui commence un peu à dater de conseiller régional, et j'ai toujours siégé dans les commissions d'action économique. J'ai toujours vu que la région restait, ils font pas mal de choses, c'est vrai, il y a un certain nombre d'actions qui n'ont pas été inutiles, qui peuvent être efficaces, mais ils restent toujours au milieu du gué. On ne va pas aller jusqu'au bout parce qu'on va nous accuser de soutien abusif à telle ou telle entreprise. Ah oui, mais non, on ne va pas aller si loin parce que ça peut être dangereux, etc., etc. Je les ai souvent vus donc rester au milieu du gué et ne pas prendre l'action économique à bras-le-corps et aller jusqu'au l'autre côté de la rive. On pourrait me dire, mais pourquoi est-ce que l'État, pourquoi est-ce que les collectivités territoriales ont une action économique? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux supprimer tous ces crédits et en profiter pour baisser les charges et les impôts des entreprises et foutre la paix aux entrepreneurs? Pourquoi pas? Mais pour le moment, il y a ces compétences et je crois qu'elles sont utiles aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Hein, parce que tout ça, nous avons toujours très bien analysé, essayé de très bien analyser la situation. Et je crois que nous pouvons être efficaces. Donc notre idée est de faire passer la quasi-totalité des actions de la région et même des services de la région à l'intérieur d'un organisme bancaire, une banque régionale publique d'investissement. Et cet organisme bancaire aurait donc tous les droits et toutes les obligations d'une banque. Et c'est extrêmement important vis-à-vis des entrepreneurs. Rassurez-vous, cet organisme bancaire est public, donc il serait contrôlé par la région, et toutes les décisions d'individualisation de crédit seraient, comme maintenant ça l'est, soumises au vote démocratique des élus du Conseil régional, de la commission permanente du Conseil régional. Mais je crois que pour vraiment aider tous ces entrepreneurs, cette idée de création d'une banque publique régionale d'investissement et d'y inclure les actions et même les services du Conseil régional est une idée originale, est une idée efficace. D'ailleurs, ça fait maintenant bien 1 mois que nous l'avons sortie et elle n'a été l'objet d'aucune critique. Certains, d'ailleurs, de nos amis l'ont reprise. Par exemple, Marion Maréchal Le Pen en PACA, où il y a une activité économique importante, et elle a repris exactement cette idée. On a été même plus loin, hein, parce que il y a toutes les questions de difficulté des entreprises qu'on connaît bien. Création d'une start-up. Les 3 ou 4 premières années sont extrêmement périlleuses, surtout à l'heure actuelle que les banques ont cessé véritablement de prendre le moindre risque au profit d'une start-up, une PME ou une TPE qui se crée. Donc nous voudrions même inclure à l'intérieur de cette banque un organisme particulier, un service particulier qui serait chargé en amont du tribunal de commerce de traiter les difficultés des entreprises. Parce que nous savons d'expérience que quand on est parti au tribunal de commerce, c'est que, voilà, ça peut être extrêmement périlleux. Et nous voudrions, nous, Conseil régional, aller jusqu'au bout, aller encore une fois de l'autre côté de la rive et pouvoir traiter ces difficultés des entreprises parce que nous voulons prendre l'intégralité du problème à bras-le-corps. Je vais encore vous donner un exemple pour bien vous montrer à tout le monde, montrer aux colistiers, à tous mes colistiers, que nous avons véritablement travaillé. Alors c'est vrai qu'il faut travailler. Ça peut paraître un programme dirigiste, un peu dirigiste, disons colbertiste. D'accord, je l'assume. La région a une mission de par la loi d'action économique. Elle a, à l'heure actuelle, 350 millions d'euros de dépenses de ce chef-là. Eh bien, il faut prendre ça à bras-le-corps et essayer de l'améliorer et d'être le plus efficace. Vous voyez, il y a un phénomène, par exemple, dans les sociétés, les start-up
peuvent s'occuper de haute technologie, ou les sociétés qui font du commerce. Il y a un phénomène assez rapide, au bout d'1 an et demi, 2 ans, de nécessité de recruter soit un ou des ingénieurs, soit un ou des commerciaux. Parce qu'on est dans le cercle vicieux. Tant qu'on ne les a pas recrutés, on ne se développe pas, et il faut avoir de l'argent pour le faire. C'est ça le problème. Ça coûte très cher. Engager un bon commercial coûte extrêmement cher. Et très souvent, quelqu'un qui est au bout de 2 ans d'existence, un entrepreneur qui est au bout de 2 ans d'existence, eh bien, il ne voudra pas sauter le pas, il ira voir sa banque, il lui dira, monsieur, je ne vais pas vous prêter, vous embauchez quelqu'un, mais ce quelqu'un, monsieur, va me rapporter très rapidement du chiffre d'affaires. Mais un commercial, on sait, ça met 6 ou 8 mois quand même à arriver. Ah non, 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 mais on ne veut pas le savoir. Alors nous, on a eu cette idée-là, c'est pas une idée folle, hein, de mettre au point un dispositif juridique dérogatoire qui favoriserait l'embauche des compétences nécessaires. Et on permettrait à ces entrepreneurs de payer ces ingénieurs ou ces commerciaux, prenons ces exemples-là, un salaire fixe faible, qui permettrait une couverture sociale complète, etc., etc., d'une part, et d'autre part, de les payer en leur attribuant des actions ou des parts sociales gratuites, qui n'auraient pas de droit de vote pour ne pas que l'entrepreneur puisse voir son capital dilué dès le départ. Et il y aurait donc à l'intérieur de la société commerciale une sorte de coopérative professionnelle qui engloberait ces salariés, ces techniciens, ces ingénieurs, ces commerciaux, et qui auraient à cœur de travailler, puisque plus il travaillerait, plus il pourrait participer aux fruits de l'entreprise par l'effet de ses attributions ou par l'effet d'autres intéressements. Et donc, ce système permettrait aux entrepreneurs ainsi d'embaucher et surtout leur permettrait, parce qu'ils y ont mis évidemment au départ de leur argent à eux, ces entrepreneurs, ou de l'argent qu'ils ont pu trouver chez des amis ou de la famille, etc., ça permettrait qu'ils ne diluent pas le capital, la propriété du capital, et qu'ils ne soient pas dans ce dilemme, il faut que j'embauche, donc éventuellement je vais voir des business angels qui vont me prendre une partie du capital, etc. C'est toujours un dilemme extrêmement douloureux pour un entrepreneur. Et nous avons pensé à cela, nous pensons que ça peut être parfaitement efficace pour l'embauche véritablement de gens performants dans ces entreprises, et notamment ici dans les Hauts-de-Seine, que ce soit tous les quartiers performants que nous connaissons, de la Défense, d'Ichy-les-Moulineaux, etc., etc. Vous voyez donc, chers amis, que nous avons un programme complet. Je vous en ai donné évidemment aujourd'hui qu'un petit aperçu, parce que nous avons réfléchi sur toutes les compétences de la région, nous avons complètement analysé, et nous avons fait un certain nombre de propositions originales et que nous pensons efficaces. Moi, j'ai eu, il y a quelques jours, dans le métro, si ma mémoire est bonne, oui, à la gare de Lyon, le programme de Valérie Pécresse. C'est pas mal fait sur le plan de la présentation. Hein, on voit qu'elle a réussi, elle, à emprunter auprès d'une banque pour sa campagne. Bon, bah, ok, d'accord. C'est pas mal fait, c'est un livret d'une trentaine de pages, d'un bon format, la moitié, vous voyez, comme ça, qu'on peut facilement glisser dans les boîtes aux lettres. Je l'ai regardé. Je reviens sur ce que j'ai dit, c'est d'une très grande faiblesse. Il n'y a aucune proposition précise, décortiquée, réfléchie, comme celle que je viens de vous donner dans ce programme. C'est un peu la politique du chien crevé au fil de l'eau. Voilà. C'était comme ça avant, ça va continuer comme ça, et puis on va faire quelques petites propositions cosmétiques, assez faibles, et puis je vais être élu. C'est ce qui m'importe. C'est être élu. C'est être élu avec mes copains du MoDem et du DI. On n'est pas d'accord, mais on s'en fout complètement. Voilà. On a vraiment l'impression de cela. Nous avons fait le contraire. Nous avons pris les problèmes à bras-le-corps, quitte à être critiqués d'ailleurs, quitte à être décortiqués par des adversaires, par des journalistes, et me dire, ou alors à ce qu'on ne soit pas du tout d'accord avec nous. Nous avons pris le risque et nous l'avons fait. Est-ce que nous prenons des risques? Oui, nous prenons des risques, évidemment, en faisant de la politique. Nous faisons tous, ce soir, vous faites tous avec moi de la politique. Vous faites une des plus belles choses qui puisse arriver, je crois, à un être humain. C'est-à-dire d'aller vers ses compatriotes. Il y a des dizaines de façons d'aller vers ses compatriotes.
peut-être une des plus belles est-elle de faire de la politique. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, je ressens ça un peu de toutes mes fibres et je suis vraiment heureux et content d'avoir pu ainsi déjà, depuis pas mal de temps, œuvrer à l'intérieur du Front National, aider à la gestion de ce mouvement et d'être à la tête, parce qu'il faut bien quelqu'un qui y soit, d'être à la tête de cette, là aussi, importante entreprise qu'est cette campagne électorale des régionales en Île-de-France. Alors, je sais, je ne veux pas être grandiloquent, mais bon, quand même, vous connaissez la situation de notre pays. Vous connaissez les mots qui l'accablent, qui sont extrêmement importants. Une partie de ce que nous connaissons, une partie de ce qui fait notre pays, de ce qui fait la France, peut changer rapidement et peut même disparaître. Ça se voit sur les coups de boutoir de nos adversaires, sur les épreuves que nous connaissons, sur la faiblesse de nos politiciens, sur ces épreuves qui nous viennent de l'étranger. Un mot, enfin voilà, je vais bientôt terminer, mais regardez l'Allemagne, regardez ce qui se passe à l'heure actuelle à Malte, où l'Union européenne s'est réunie pour discuter du problème des migrants. Je suis désolé, mais les Allemands viennent de nous planter à nouveau entièrement. Cette Madame Merkel est redoutable. Ça n'est pas Helmut Schmidt ou Helmut Kohl. Je crois, est-ce que c'est parce qu'elle est née en Allemagne de l'Est, qu'elle a vécu en Allemagne de l'Est, mais qu'elle n'a plus du tout l'esprit européen qui animait les dirigeants de l'Allemagne. Premièrement, l'Allemagne, sur le plan économique, nous fait une concurrence déloyale absolument scandaleuse, que personne ne veut réprimer, et certainement pas à Bruxelles. Et là, sur la question des clandestins, ils viennent de dire, premièrement, allez, on accueille tout le monde, venez, et ce qui fait des colonnes incroyables à travers la Grèce, la Slovaquie, l'Autriche, tout ça en direction de l'Allemagne. Et là, à Malte, qu'est-ce qu'ils viennent dire? Non, c'est fini, on n'accueillera plus personne. Et ils nous laissent, tous les autres, nous Allemands, nous n'accueillerons plus personne, complètement plantés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps, ces Allemands? Mais, ça nous rappelle, on était le 11 novembre à Villeroy, lors de la première bataille de la Marne. Mais merde, enfin, ils sont en train d'espionner le ministre des Affaires étrangères français. Hein? Vous vous rendez compte? Non mais déjà les écoutes téléphoniques c'est quelque chose de terrible, d'extraordinairement insupportable. Eh bien ils ont à l'intérieur de l'Union européenne, ils se sont mis à espionner le ministre des Affaires étrangères de la France. Et vous voyez qu'il peut y avoir une solidarité en Europe, mais c'est foutu. L'Europe avec ces gens-là, avec ces Allemands-là de maintenant, ne peut plus exister, nous le savons bien. Donc nous voyons bien que les risques pour notre pays sont de plus en plus importants. Nous sommes depuis très longtemps au Front National, mais de plus en plus, compte tenu de ces très grandes difficultés que je vous détaille, avec Marine Le Pen, nous sommes entrés en résistance. Vous êtes entrés avec nous, puisque vous êtes là ce soir en résistance. Ah, c'est pas parce qu'on est à côté du Mont Valérien que je dis ça, mais presque, hein, qui est un des symboles de la résistance au nazisme, enfin aux personnes qui nous ont envahis. Encore une fois, cette concomitance de notre venue à Villeroy hier matin, et puis ici où nous tenons notre réunion publique au pied d'un des monuments les plus emblématiques de la résistance française, nous fait dire que même ce soir, à cette réunion publique, dans le cadre des élections régionales d'Île-de-France, nous sommes en résistance, nous resterons en résistance tant que nous n'aurons pas relevé notre pays. Je vous remercie.